La plupart des périodes historiques ne prennent sens qu'après coup. Pendant qu'elles se déroulent, elles semblent décousues. Les événements paraissent sans lien apparent, les décisions irrationnelles et les conséquences plus rapides que les explications. Mais il arrive parfois que l'histoire prenne une autre dimension. Lorsque le rythme s'accélère, lorsque des tensions émergent simultanément au sein de systèmes qui fonctionnent habituellement de manière indépendante. Lorsque l'on commence à comprendre que les événements ne peuvent se réduire à la seule politique, à l'économie ou au hasard. Jane Dixon pensait que février 2026 appartenait à cette catégorie. Elle ne l'a pas présenté comme une catastrophe soudaine ni comme un événement déterminant. Elle l'a décrit comme un point de convergence, un moment où des cycles de longue haleine se rejoignent et où des forces auparavant invisibles deviennent observables. Ce qui rend son récit troublant, ce n'est pas seulement qu'elle ait nommé l'année, mais aussi qu'elle ait décrit les circonstances avec un niveau de détail qui se précise au fil du temps. Ces observations ont été écrites il y a des décennies, bien avant les conflits actuels, les rapports de force actuels et le climat émotionnel qui domine désormais la vie publique. Il ne s'agit pas d'une interprétation a posteriori. Les propos de Dixon ont été consignés à une époque où le contexte actuel n'existait pas encore. Cette distinction est importante car elle exclut toute interprétation fortuite. Avant que les implications de tout cela ne se précisent, prenons un instant pour y réfléchir. Si vous avez déjà soupçonné que les événements publics sont façonnés par des dynamiques plus profondes que celles dont on parle ouvertement, alors cet espace est fait pour vous. Ce canal ne s'intéresse pas aux récits superficiels. Il se concentre sur les schémas, le timing et les forces qui agissent en coulisses. Si cette perspective vous semble familière, alors vous comprenez pourquoi elle est importante. Jane Dixon n'a jamais appartenu au mysticisme populaire. Elle n'a jamais eu recours au spectacle public ni à un symbolisme vague. Sa réputation s'est construite discrètement, par la constance, non par le charisme. Elle a vécu à une époque où les prédictions étaient scrutées avec attention plutôt que récompensées, et sa crédibilité reposait sur leur exactitude plutôt que sur leur ambiguïté. Elle a mis en garde John F. Kennedy contre une menace fatale avant même son entrée en fonction. Elle a décrit le scandale du Watergate des années avant qu'il n'ébranle la confiance du public. À huis clos, des dirigeants politiques, des responsables du renseignement et des chefs d'État sollicitaient son avis, souvent discrètement, souvent indirectement. Il s'agissait de personnes qui n'auraient jamais admis publiquement consulter quelqu'un en dehors des institutions officielles. Dixon elle-même a documenté un taux de réussite proche de 89%, un chiffre que même les sceptiques avaient du mal à réfuter. Dans ces dernières années, peu avant sa mort en 1997, Dixon revenait sans cesse sur une année précise, 2026. Dans ses écrits, elle se concentrait sur une figure particulière, occupant la plus haute autorité. Elle la décrivait symboliquement comme un dirigeant aux cheveux d'or, un homme qui s'élèverait, chuterait, puis renaîtrait. Mais ce retour, disait-elle, n'avait rien à voir avec le contrôle ou l'héritage. Il s'agissait d'un accomplissement. Elle affirmait que ce dirigeant n'achèverait pas son second mandat, non pas à cause de violences, d'une destitution légale ou d'une démission volontaire, mais en raison de ce qu'elle appelait la boucle karmique, un cycle qui se répète environ tous les 186 ans et qui atteint son point culminant. Non pas une fin provoquée par un scandale, mais par le hasard. Non pas une défaite, mais une conclusion. Donald Trump est désormais bien avancé dans son second mandat, et les conditions que Dixon a associées au début de l'effondrement du cycle ne sont plus abstraites. Elle a décrit une fragmentation interne, une autorité fragilisée de l'intérieur plutôt qu'attaquée de l'extérieur, et une loyauté
qui s'effritent dans des secteurs autrefois considérés comme stables. Ces dynamiques n'étaient pas censées apparaître soudainement. Elles étaient censées s'accumuler. Ce qui inquiétait le plus Dixon, ce n'était pas l'instabilité en elle-même, mais son enchaînement. Elle avait identifié 3 mois précis, mars, juillet et novembre 2026, comme des moments où la pression se relâcherait par le biais d'événements suffisamment puissants pour modifier l'équilibre des pouvoirs. Chaque incident, écrivait-elle, fragiliserait la confiance structurelle plutôt que de la détruire brutalement. Les dégâts seraient cumulatifs. Dixon rejetait l'idée que l'avenir se construise instant après instant. Elle croyait en ce qu'elle appelait l'esprit cosmique, un niveau d'existence où les événements se forment avant de se manifester. Dans ce cadre, l'histoire n'avance pas de façon aléatoire. Elle se déploie en arcs répétitifs, en spirales qui se répètent jusqu'à ce que leur but soit atteint. D'après ses notes, Trump se situait au sein d'un de ces arcs, non pas comme son origine, mais comme son expression. De son point de vue, le déroulement de ce cycle n'était pas politique. L'idéologie n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était l'harmonie entre le temps, le rôle et la fonction. L'autorité, croyait-elle, n'est pas permanente. Elle est empruntée, et une fois sa fonction accomplie, elle disparaît, quelles que soient les résistances. Pour comprendre cela, il faut comprendre Dixon elle-même. Née dans le Wisconsin en 1904, son expérience n'a pas commencé par des études ou des croyances. Elle a débuté dans l'enfance. À l'âge de 8 ans, lors d'une foire de comté, une diseuse de bonne aventure ambulante lui prit la main et s'arrêta brusquement. Après un long silence, la femme prononça des mots dont Dixon se souviendrait plus tard avec précision. « Tu verras l'avenir avant qu'il ne se produise. C'est à la fois ton don et ta croix. Utilise-le avec sagesse, sinon il te détruira. » À partir de ce moment, les expériences de Dixon ne furent plus ni symboliques ni émotionnelles, mais bien concrètes. Elle rapporta des visions contenant des noms, des dates et des dénouements. À 25 ans, elle prédit la Grande Dépression des mois avant l'effondrement financier. À 30 ans, elle consigna par écrit, en privé, une attaque sur Pearl Harbor. Ces écrits sont toujours conservés. Mais c'est une déclaration ultérieure qui changea définitivement sa réputation. En 1952, s'adressant à des journalistes à Washington, Dixon déclara qu'un jeune président démocrate élu en 1960 serait assassiné durant son mandat. L'assistance éclata de rire. 11 ans plus tard, le 22 novembre 1963, la prédiction se réalisa. Dès lors, son statut changea. Les présidents la sollicitèrent en privé. Richard Nixon l'invita à plusieurs reprises à la Maison-Blanche. Ronald Reagan reconnut ouvertement son influence. Les services de renseignement sollicitèrent discrètement son expertise lors de conflits internationaux. La raison était simple. Dixon ne croyait pas que l'avenir fût le fruit du hasard. Elle était convaincue que l'histoire obéissait à d'immenses rythmes cosmiques, que les événements existaient énergétiquement avant de se matérialiser et que certains individus agissaient comme catalyseurs plutôt que comme dirigeants. Le libre arbitre pouvait modifier les détails, affirmait-elle, mais non les cycles globaux. Certains leaders émergent pour gouverner. D'autres émergent pour déstabiliser, révéler les failles, forcer les sociétés à se confronter à elles-mêmes. Une fois cette fonction accomplie, leur éviction devient inévitable, non par la punition, mais par l'accomplissement de leur mission. Dixon avait anticipé la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide et l'essor des communications numériques mondiales des décennies avant que ces événements ne se produisent. Elle avait mis en garde contre la montée en puissance de la Chine à une époque où de telles idées étaient balayées d'un revers de main. Mais surtout,
elle s'était focalisée sur la décennie 2020-2030. Elle l'appelait le grand règlement de compte cosmique, une période durant laquelle l'humanité serait confrontée à des crises non pas orchestrées par les gouvernements, mais engendrées par une nécessité systémique. Les pandémies, la déstabilisation économique, la polarisation des dirigeants et la fragmentation culturelle étaient, selon elle, des instruments de pression destinés à accélérer la prise de conscience. Au cœur de cette convergence, elle plaçait le leader aux cheveux d'or, non comme un sauveur ou un destructeur, mais comme un élément déclencheur. Dans ses écrits privés, elle décrivait sa présence comme une force de division, contraignant les individus à choisir entre la peur et la responsabilité, le contrôle et l'autonomie. Le retour de Trump au pouvoir en janvier 2025 s'inscrivait parfaitement dans son analyse. Elle écrivait que le retour d'un dirigeant déchu est le signe d'un travail inachevé. Mais elle soulignait également que de tels retours sont transitoires. Ils ne rétablissent pas l'équilibre. Ils mettent en lumière les problèmes non résolus. Ces observations concernant la période de mars à novembre 2026 dépassent le cadre de l'analyse politique conventionnelle. Elle suggère que l'instabilité qui en découlerait ne se limiterait pas aux dirigeants ou aux institutions, mais remettrait en question les idées reçues sur le maintien de l'ordre. Le travail de Dixon ne reposait pas uniquement sur l'intuition. Méthodique, exhaustive et profondément analytique, elle étudiait l'astrologie védique, la numérologie kabbalistique et ce qu'elle appelait les arcs de destinée présidentielle, des systèmes qui interprètent le temps comme cyclique plutôt que linéaire. À travers ces différents cadres théoriques, elle a identifié une régularité telle qu'elle la considérait comme inévitable. Depuis 1840, tous les présidents américains élus une année, se terminant par 0, ont connu un décès, une blessure grave ou une destitution. Sans exception, William Henry Harrison est mort peu après son entrée en fonction en 1840. Abraham Lincoln a été assassiné après 1860. James Garfield après 1880. William McKinley après 1900. Warren Harding est mort en fonction après 1920. Franklin D. Roosevelt après 1940. John F. Kennedy après 1960. Ronald Reagan a survécu à une tentative d'assassinat après 1980. 8 présidences, une séquence ininterrompue. Dixon affirmait qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Elle attribuait ce phénomène à un alignement astronomique récurrent, la conjonction de Jupiter et de Saturne, qui a lieu tous les 20 ans. Jupiter représente l'expansion, l'autorité et l'ambition. Saturne, quant à elle, régit les limites, les conséquences et l'effondrement des structures. Selon elle, lorsque ces forces s'alignent, l'individu détenant le plus grand pouvoir absorbe le déséquilibre. Pendant des générations, ce cycle s'est manifesté par la mort physique. En 1980, il a changé. Reagan a survécu. Selon Dixon, la survie était un signe d'évolution. Le schéma ne s'est pas arrêté. Il s'est transformé. La mort physique a cédé la place à l'effondrement politique, au départ forcé, à la destruction de la réputation et à l'éviction indirecte. Et au sein de cette transformation, elle a décelé le cycle non résolu qui touchait à sa fin. Pour comprendre pourquoi Jeane Dixon pensait que la phase actuelle du cycle était différente, il est utile d'examiner attentivement ce qui s'est passé après que le schéma initial a commencé à se fracturer. La première déviation notable est apparue après l'élection contestée de 2000. George W. Bush a accédé à la présidence dans des circonstances exceptionnelles. Il a survécu physiquement, mais Dixon a soutenu que la survie n'était plus le critère déterminant. Sa présidence ne s'est pas conclue par un assassinat ou une destitution, mais par des dommages systémiques, effondrement financier, guerre prolongée et affaiblissement durable de la domination américaine
sur la scène internationale. Selon le modèle de Dixon, le cycle n'était pas terminé. Il s'était transformé. La mort physique n'était plus une condition nécessaire. Les conséquences se sont déplacées vers l'intérieur, touchant les institutions, la crédibilité et la structure économique. La série de conflits liés aux élections a techniquement pris fin en 2008 avec l'arrivée de Barack Obama. Aucune violence n'a suivi. Aucun président n'a été destitué. Mais le problème sous-jacent que Dixon a mis en évidence, la polarisation, s'est intensifié. Le pays ne s'est pas stabilisé. Il s'est divisé plus nettement qu'auparavant sur les plans idéologiques et psychologiques. L'absence d'effondrement n'a pas signifié une résolution, mais un report. Puis, 2020. Joe Biden a remporté la présidence, mais son parcours a suivi un schéma prévisible. Il n'y a eu ni tentative d'assassinat, ni renversement spectaculaire. La pression est venue de l'intérieur. En 2024, les critiques au sein de son propre parti se sont intensifiées au point de rendre le retrait inévitable. L'autorité s'est effondrée. Le cycle s'est poursuivi, immuable. C'est à ce moment que les écrits privés de Jeane Dixon deviennent difficiles à ignorer. Dans une entrée de son journal datant de 1995, 2 ans avant sa mort, elle écrivait que le dirigeant qui hériterait de l'énergie du cycle post-2020, sans avoir été élu directement, durant son année zéro originelle, en subirait l'expression la plus intense, non par le spectacle, non par la violence, mais par l'instabilité, l'érosion et des événements défiant toute explication conventionnelle. La forme est flexible, écrivait-elle. Le résultat, lui, ne l'est pas. Le destin en a déjà décidé. Donald Trump correspond à cette description avec une précision troublante. Il a perdu le pouvoir en 2020, puis y est revenu en 2025. Selon Dixon, le retour d'un dirigeant après une chute n'est jamais une restauration. C'est le signe que la leçon n'est pas encore terminée. Mais elle a été claire sur un point. Les cycles s'achèvent par le sacrifice. Et de ce fait, le retour est toujours temporaire. À ce stade, beaucoup se désengagent. L'esprit commence à résister. Cette réaction est prévisible. Mais elle soulève une question dérangeante. La situation actuelle ressemble-t-elle à ce que l'on pourrait raisonnablement qualifier de normal? Ce qui paraissait autrefois impensable se produit désormais régulièrement. Des tentatives d'assassinat lors de manifestations publiques, des institutions qui s'effondrent sans prévenir, des récits qui se réinversent du jour au lendemain, et la frontière entre réalité et fiction qui s'estompe. Dixon a averti que cette accélération n'était pas accidentelle. À mesure que les cycles approchent de leur terme, expliquait-elle, la réalité se comprime. Le temps semble s'accélérer. Les événements s'enchaînent. Le lien de cause à effet paraît déformé. Son avertissement ne s'arrêtait pas au leadership. Elle décrivait 2026 comme une année de révélation, une période où des mécanismes occultes se dévoileraient, où les institutions s'effondreraient sous leur propre poids et où l'on commencerait à comprendre que le pouvoir ne s'exerce pas principalement par les élections, mais par l'influence, les croyances et les affinités psychologiques. Au cœur de ce délitement, elle plaçait la chute de l'homme aux cheveux d'or, non pas comme une tragédie, mais comme une libération. Elle écrivait qu'une fois sa fonction accomplie, la structure énergétique qui maintenait l'ancien système en place perdrait sa cohésion. La suite, selon elle, dépendrait entièrement du niveau de conscience atteint par l'humanité à ce moment-là. Son départ agirait comme une soupape de sécurité, permettant aux tensions refoulées de s'échapper au lieu de continuer à s'accumuler. C'est là que son travail devient de plus en plus troublant. Durant les dernières années de sa vie, Jeane Dixon a tenu un journal intime. Elle y consignait des dates
liées à des événements futurs qu'elle prétendait percevoir avec une clarté inhabituelle. Des extraits de ce journal ont été publiés en 1999, 2 ans après sa mort, dans un ouvrage qui a suscité peu d'intérêt et encore moins d'analyses approfondies. Dans ces pages, elle a identifié 3 mois de 2026, mars, juillet et novembre, non pas comme des événements, mais comme des seuils. Ce ne sont pas des événements ponctuels, a-t-elle écrit. Ce sont des points de non-retour. Le premier seuil, a-t-elle précisé, serait franchi en mars 2026. Il ne s'agirait pas d'une attaque extérieure, il n'y aurait pas d'assaut ennemi. La rupture viendrait plutôt de l'intérieur, une trahison de la part d'un proche, d'une personne de confiance, d'une personne dont les actes seraient perçus comme une atteinte personnelle. La révélation serait suffisamment grave pour endommager durablement la confiance interne. Dixon a insisté à plusieurs reprises sur le fait que cette blessure serait auto-infligée. À l'approche du mois de mars, des schémas se dessinent, confirmant sa description. Des missions inattendues, divisions publiques entre alliés et révélations qui ne pouvaient provenir que de l'intérieur même de la structure. Pas de coup dur, pas d'effondrement spectaculaire, juste une érosion progressive. Selon Dixon, ce n'était que le début. Le deuxième seuil, a-t-elle écrit, interviendrait en juillet 2026. Cette phase concernerait le corps, pas forcément la mort, mais un incident physique ou de santé suffisamment grave pour nécessiter un examen. Dixon pensait que lorsque la pression psychologique dépasse le seuil de tolérance, elle se manifeste physiquement. À ce stade, Trump approcherait les 80 ans, serait soumis à une tension constante et n'aurait que peu de marge de récupération. Les dirigeants, avertissait-elle, ignorent souvent ces signaux, jusqu'à ce qu'il ne leur soit plus possible de le faire. Puis, 20 novembre 2026. À ce stade, le langage de Dixon changea. Son écriture devint prudente, indirecte. Elle laissa entendre que la conclusion du cycle serait obscurcie par la confusion et des explications contradictoires. Problèmes de santé, complications constitutionnelles, départ volontaire, spéculation sans conclusion. Les détails resteraient sujets à controverse. Le résultat, lui, ne le serait pas. L'homme aux cheveux d'or ne serait pas mort. Mais il n'aurait plus d'autorité. La séparation aurait lieu dans un délai de 9 mois. Avant de rejeter cette idée comme une abstraction, Dixon a décrit 3 indicateurs qui déclencheraient le compte à rebours final. Une trahison publique irrémédiable, un choc économique soudain et suffisamment grave pour déstabiliser la confiance mondiale et une catastrophe naturelle majeure. Non pas des événements aléatoires, mais des événements inévitables. Les marchés sont déjà instables. Les analystes admettent de plus en plus que la volatilité ne peut s'expliquer par les seuls fondamentaux. La confiance est fragile. Un seul événement perturbateur pourrait faire basculer la situation. Parallèlement, les catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, incendies, se multiplient et frappent des centres symboliques de pouvoir et d'infrastructure. Dixon pensait qu'à la fin des cycles karmiques, la planète elle-même réagit. Et enfin, dit-elle, il y a toujours la trahison. Il est important de noter que Dixon n'a jamais prédit la mort de Trump. Elle insistait sur le fait que son départ serait atypique, sans issue et difficile à catégoriser. Le cycle prendrait fin. La manière dont il se déroulerait serait déterminée par un choix collectif. Cela soulève la question qu'elle jugeait la plus importante. Pourquoi? Pourquoi avoir choisi une telle figure? Pourquoi introduire une polarisation aussi extrême? Pourquoi pousser le système à ses limites? La réponse de Dixon a complètement détourné l'attention de la question du leadership. Elle n'a jamais dépeint l'homme aux cheveux d'or comme un héros ou un vilain. Elle n'a exprimé aucun jugement moral. Elle l'a plutôt décrit comme un catalyseur,
une conscience qui avait accepté, avant même sa naissance, de porter un immense fardeau collectif afin que l'humanité puisse affronter des aspects d'elle-même qu'elle avait évités pendant des générations. Certains êtres ne s'incarnent pas pour être aimés, écrivait-elle. Ils s'incarnent pour être des miroirs. Les miroirs n'adoucissent pas ce qu'ils reflètent. Ils révèlent la réalité sans phare ni artifice. Selon elle, Trump a fonctionné précisément de cette manière. Il a polarisé non seulement les opinions, mais aussi les émotions. Il a suscité à la fois dévotion et colère, souvent simultanément. La neutralité est devenue rare. Dixon affirmait que cette intensité était intentionnelle. Lorsque la conscience collective stagne, expliquait-elle, le système introduit des figures qui imposent le choix plutôt qu'une adhésion passive. La peur, la colère, la division et le ressentiment qu'on lui attribue ne sont pas nés de lui. Ils existaient bien avant. Il les a rendus visibles. Le racisme, le ressentiment de classe, la méfiance envers les institutions, la colère envers les élites et la peur du changement étaient déjà présents. Son rôle a été de les exposer au grand jour, rendant toute omission impossible. Selon Dixon, l'humanité traverse une transition entre deux ères de conscience. D'une ère définie par la hiérarchie, le secret et la domination à une autre orientée vers la transparence, la décentralisation et la responsabilité partagée. De telles transitions sont toujours difficiles. À mesure que les anciens systèmes s'affaiblissent, ils résistent. L'ego s'intensifie. Le pouvoir se concentre. Les représentants les plus extrémistes de l'ancien ordre émergent. Elle a vu en Trump l'incarnation même de cette dynamique. L'ego érigé en autorité, la domination érigée en leadership, la richesse érigée en validation. Mais elle a souligné que son rôle n'était pas de préserver cette énergie, mais de l'épuiser. En l'incarnant pleinement et sans complexe, il a forcé des millions de personnes à se confronter à une question qu'elles ne pouvaient plus éviter. Est-ce le monde que nous voulons continuer à construire? Selon Dixon, le cycle prend fin lorsque suffisamment de personnes se posent véritablement cette question. C'est pourquoi elle ne considérait pas son effondrement comme un échec, mais comme une confirmation. La preuve que la leçon avait été retenue. La preuve qu'une prise de conscience suffisante avait été atteinte. Dans ce cas, écrivait-elle, le catalyseur n'est pas puni. Il est libéré. Elle pensait que son départ la plongerait dans la confusion plutôt que dans la tragédie. Il n'y aurait pas de coupable désigné, pas de dénouement satisfaisant. Juste la soudaine prise de conscience qu'une chose s'était terminée, suivie d'un vide, là où régnait autrefois la certitude. Elle a averti que la période suivant, immédiatement novembre 2026, serait marquée par l'instabilité. Une période d'environ 3 mois où les anciennes structures ne fonctionneraient plus, mais où les nouvelles n'auraient pas encore pris forme. Un espace liminal. Dangereux, car l'incertitude amplifie la peur. Les anciens systèmes tentent de reprendre le contrôle. Les pulsions autoritaires refont surface. Les gens recherchent désespérément une autre figure à suivre. Et puissante, car la création émerge aussi du vide. À ce stade de son œuvre, Jeane Dixon délaisse les présidents, les institutions et l'autorité manifeste pour se tourner vers les individus. Non pas les élites, ni les décideurs, mais les gens ordinaires. Elle pensait que la prochaine étape de l'organisation humaine ne serait pas impulsée par des leaders charismatiques, ni par un pouvoir centralisé. Selon elle, l'ère de l'autorité extérieure s'effondrait déjà sous son propre poids. Ce qui la remplacerait ne s'élèverait pas verticalement par la domination ou le commandement, mais horizontalement, à travers les communautés, les valeurs partagées, les réseaux informels et les individus qui cesseraient d'attendre d'être secourus
et commenceraient à assumer la responsabilité de leur propre conscience. Elle a décrit cette transition comme le passage d'un pouvoir extérieur à une souveraineté intérieure. Et elle a été claire sur un point. Ce changement ne se manifesterait ni par la loi, ni par une révolution. Il se déploierait discrètement à travers les comportements, la perception et la maturité émotionnelle. C'est là que l'individu prend toute son importance. Dixon pensait que lors de la clôture des grands cycles économiques, les personnes les plus touchées ne sont ni les politiciens, ni les milliardaires, ni les chefs militaires. Ce sont des individus sensibles, capables de percevoir les tensions sous-jacentes avant même qu'elles ne soient exprimées publiquement, de ressentir la tension avant qu'elle ne soit expliquée, et qui, instinctivement, remettent en question les récits officiels et cherchent un sens caché aux événements plutôt que d'accepter les explications superficielles. Elle les désignait comme les gardiens du seuil, non pas parce qu'ils maîtrisent dans les événements, mais parce qu'ils restent imperturbables, tandis que tout le reste se déstabilise. Alors que les systèmes se fracturent et que les structures s'affaiblissent, ces personnes ont tendance à garder le cap, tandis que d'autres paniquent ou sont submergées par la peur, elles conservent leur équilibre émotionnel. Dixon pensait que cette stabilité n'était pas fortuite, mais fonctionnelle. Si, en assimilant ces informations, vous vous sentez plus alerte qu'effrayé, plus concentré qu'accablé, Dixon aurait considéré cela comme significatif. Selon elle, ces personnes commencent naturellement à exercer une influence, non par la force ou l'autorité, mais par la cohérence. En période de bouleversement, le calme se répand. La stabilité devient contagieuse. Mais elle a également averti que ce rôle exige de la discipline. La sensibilité sans ancrage, a-t-elle dit, mène à l'épuisement professionnel plutôt qu'à la clarté. Elle prévoyait une forte augmentation de l'anxiété collective entre mars et novembre 2026. Nombreux seraient ceux qui, écrivait-elle, ressentiraient de l'irritabilité, de l'agitation, une surcharge émotionnelle ou de l'épuisement sans cause personnelle apparente. Dixon attribuait ce phénomène à des changements au sein du champ énergétique du groupe. Lors de grands changements cycliques, les individus sensibles sont les premiers à percevoir la transition. Leur système nerveux réagit avant même que leur intellect ne puisse l'appréhender. Ces conseils étaient pratiques plutôt que mystiques. Renforcez vos fondements intérieurs. Restez pleinement présent et dans votre corps. Évitez la dissociation. Maintenez un contact régulier avec la nature, non pas pour vous évader, mais pour vous ancrer. La nature, croyait-elle, stabilise la perception lorsque les systèmes abstraits deviennent instables. Elle a également souligné l'importance des liens locaux. Lorsque les structures centralisées s'affaiblissent, les réseaux à petite échelle prennent de l'importance. Familles, quartiers, communautés informelles, entraide. Ces interactions sont loin d'être anodines. Dixon les considérait comme les fondements du prochain ordre social. L'avenir, selon elle, ne se construirait pas sur de grandes idéologies, mais sur des relations humaines fonctionnelles. Elle a ensuite donné ce que beaucoup considéreraient comme son conseil le plus contre-intuitif. Ne vous laissez pas émotionnellement enfermer par un seul camp. La polarisation, écrivait-elle, vise à éveiller les consciences, non à les consumer. Lorsque l'identité se confond avec l'idéologie, la perception se rétrécit. L'énergie est alors détournée vers la performance plutôt que vers la compréhension. Dixon mettait en garde. L'indignation, bien que puissante, n'apporte que peu de clarté. L'attention, le discernement et une participation mesurée sont plus importants qu'une adhésion émotionnelle à un récit quelconque. Elle pensait que la clarté, et non la colère, était la forme de pouvoir la plus efficace. Elle conclut cette partie de son texte par une observation dont la pertinence
ne cesse de croître. Les leaders naturels de l'ère à venir, affirma-t-elle, ne seront pas ceux qui recherchent l'autorité, mais ceux qui sauront préserver leur sérénité intérieure tandis que tout bascule dans l'instabilité. L'être humain est instinctivement attiré par la stabilité, non par soif de contrôle, mais par besoin de repères. À partir de là, l'attention de Dixon se porte plus profondément, s'éloignant totalement des systèmes externes pour se concentrer sur la psyché humaine elle-même. Elle a averti que lorsqu'un cycle karmique majeur approche de sa fin, les premiers signes n'apparaissent ni dans les gouvernements, ni sur les marchés, ni dans les médias. Ils émergent de l'intérieur. La conscience se prépare à la transition avant même que le monde extérieur ne la reflète. L'inconscient collectif parle en premier, a-t-elle écrit. Bien avant la chute des dirigeants ou l'effondrement des systèmes, les gens commencent à le ressentir. Elle décrivait une pression subtile, un sentiment d'agitation sans cause apparente, l'impression que le temps s'accélère tout en restant immobile. Avant de se faire entendre bruyamment, la réalité murmure. Et une fois ce processus enclenché, il devient difficile de l'interrompre. Dans ses carnets, Dixon a décrit ce qu'elle prévoyait pour les mois précédant la phase finale du cycle. Elle pensait que des millions de personnes, de cultures et de régions différentes, commenceraient à faire état d'expériences intérieures similaires, non pas suite à une coordination, une suggestion ou l'influence des médias, mais spontanément. Le premier indicateur apparaîtrait dans les rêves. Elle a décrit une augmentation de rêves vifs et chargés d'émotions, d'une cohérence inhabituelle. Des rêves de portes qui se fermaient, de ponts qui s'effondraient, de maisons abandonnées, d'ascenseurs en panne, de figures d'autorité qui se retiraient, de chemins qui se séparaient ou de situations exigeant une décision sans en connaître l'issue. Elle a insisté sur ce point à plusieurs reprises. Tandis que l'humanité se prépare à une transition, le subconscient la répète. Dixon ne considérait pas les rêves comme aléatoires. Elle les percevait comme le langage de la transition, une manière pour l'inconscient de communiquer ce à quoi le conscient résiste. Lorsque les rêves paraissent plus lourds, plus longs ou empreints d'urgence, elle pensait que c'était parce que l'inconscient reconnaissait déjà ce que l'intellect n'avait pas encore accepté. Le deuxième indicateur serait une fluctuation émotionnelle sans cause personnelle. Certaines personnes ressentaient de la tristesse, de l'anxiété ou de l'agitation sans raison apparente. D'autres éprouvaient de brèves poussées d'optimisme suivies de fatigue. Certaines ressentaient un vide ou une déconnexion avec leur identité, leur carrière ou leurs convictions, qui leur semblaient autrefois essentielles. Dixon expliquait cela comme la dissolution progressive de leur structure interne. Lorsque les récits ne correspondent plus à l'évolution d'un individu, le psychisme s'en débarrasse. Nombreux sont ceux qui, écrivait-elle, confondent ce processus avec la dépression ou l'épuisement professionnel. Selon elle, il s'agit d'autre chose. Le psychisme se libérant d'une structure obsolète. Le troisième indicateur concernait la perception du temps. Les jours se confondraient. Les semaines sembleraient comprimées. Les événements récents paraîtraient lointains, tandis que les souvenirs de périodes antérieures de la vie sembleraient soudain très présents. Dixon pensait que cette distorsion se produit lorsque la conscience commence à se réorganiser. Le temps, affirmait-elle, est vécu différemment lorsque l'identité est en pleine mutation. Cela explique, écrit-elle, pourquoi tant de gens ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, tout en étant de plus en plus certains que quelque chose approche de sa fin. Et cette certitude ne provient pas de l'intellect. Elle émerge de couches plus profondes de conscience, déjà sensibles au changement. Le panneau suivant, décrit par Jean Dixon, était celui que ses éditeurs ont failli faire retirer de la publication.
Ils estimaient qu'ils franchissaient une limite invisible, trop troublant, trop intime, trop difficile à expliquer sans paraître irrationnel. Dixon a insisté pour qu'il reste. Elle écrivait qu'à mesure que le cycle approchait de son terme, les gens commenceraient à ressentir un irrésistible appel à la vérité. Non pas la vérité politique, non pas l'adhésion idéologique, la vérité intérieure. Les individus commenceraient à remettre en question les récits qu'ils avaient acceptés sans réfléchir, des histoires assimilées durant l'enfance, des identités héritées plutôt que choisies. Ces croyances ne s'effondreraient plus sous l'effet de l'argumentation ou de la persuasion. Elles cesseraient tout simplement de résonner en eux. Les cadres ancestraux, religieux, culturels, institutionnels, commenceraient à se relâcher, non pas parce qu'ils seraient attaqués, mais parce qu'ils ne sembleraient plus vivants. La confiance envers l'autorité s'éroderait insidieusement. Même ceux qui n'avaient jamais manifesté d'intérêt pour l'introspection, la spiritualité, la méditation ou le silence se sentiraient attirés par ces états. Dixon était convaincu que c'était inévitable. Dès lors que les individus cessent de déléguer la recherche de sens à leur existence, le contrôle devient fragile. Et pour les structures de pouvoir établies, elle considérait cela comme l'évolution la plus dangereuse de toutes. C'est pourquoi elle a décrit les mois précédant novembre 2026 comme paradoxaux, chaotiques à l'extérieur, mais révélateurs à l'intérieur. La confusion dominerait la vie publique, tandis qu'en dessous, quelque chose de subtil mais profond s'éveillerait. Elle a averti que beaucoup tenteraient d'anesthésier cet éveil par la colère, la distraction, la loyauté tribale et le bruit. Pourtant, ceux qui résisteraient à cette impulsion, ceux qui accepteraient de supporter l'inconfort, commenceraient à percevoir quelque chose d'indéniable. La prise de conscience que le monde pour lequel ils avaient été conditionnés n'avait plus de sens. Dixon a pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas d'un effondrement, mais d'une initiation. Ce qui apparaît comme un effondrement à un certain niveau de conscience se révèle être une libération à un autre. C'est pourquoi elle insistait sur le fait que la chute de l'homme aux cheveux d'or n'était jamais censée constituer le point culminant. Elle était le reflet extérieur d'une transformation intérieure déjà en cours. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué, écrivait-elle. C'est parce que la conscience qui les exigeait n'existe plus. Ce n'était pas censé rassurer. Dixon reconnaissait que la plupart des gens n'y seraient pas préparés. Mais elle pensait aussi que ceux qui le reconnaissaient tôt n'étaient pas perdus. Ils étaient en avance sur leur temps. Douter de sa direction, se sentir détaché des identités qui lui apportaient autrefois stabilité, sentir que les avenirs qu'on envisageait ne lui correspondent plus. Ce n'étaient pas des signes de confusion, c'étaient des signaux de transition. Selon Dixon, les personnes qui ressentent cette désorientation en premier sont souvent celles qui, par la suite, aident les autres à se stabiliser. Non pas en enseignant ou en persuadant, mais en gardant les pieds sur terre lorsque les certitudes s'évanouissent. Elle pensait qu'à l'arrivée du mois de novembre, beaucoup se sentiraient déracinés. Leurs repères familiers disparaîtraient. Dans ces moments-là, on ne cherche pas d'explication, on cherche des points d'ancrage. Ce rôle, selon Dixon, revenait à ceux qui restaient tranquillement éveillés. À partir de là, son écriture aborde un territoire que peu de gens osent explorer, les conséquences. Elle a souligné que l'effondrement lui-même est rarement la phase la plus mal comprise de la transformation. Le véritable défi commence après. On s'attend à ce que la chute apporte de la clarté, qu'elle signale une résolution, un sens ou un renouveau. Dixon a rejeté catégoriquement cette idée. L'épreuve commence lorsque la structure disparaît,
et que rien ne la remplace immédiatement. Elle appelait cet intervalle le vide. Elle décrivait cette période comme une suspension dans le vide, entre novembre 2026 et début 2027. L'ancien monde aurait déjà disparu. Le nouveau n'existerait pas encore. Les institutions subsisteraient peut-être sur le papier, mais leur légitimité semblerait vaine. L'autorité paraîtrait fragmentée. Des récits concurrents s'affronteraient violemment. Les gens se sentiraient profondément perturbés, non pas à cause d'une catastrophe, mais parce que rien de familier ne pourrait se rétablir pleinement. Dixon avait compris que les êtres humains sont attirés par la structure. Même les systèmes dysfonctionnels paraissent plus rassurants que l'incertitude. C'est pourquoi elle considérait le vide comme l'étape la plus dangereuse du cycle. La peur envahit le vide. La tentation est grande de ressusciter le passé, d'idéaliser ce qui ne fonctionne plus simplement parce que cela a jadis semblé stable. Elle a averti que les tendances autoritaires ressurgissent avec une violence particulière durant ces périodes. Les voix promettant ordre, certitude et contrôle se font plus fortes. La population est tentée de troquer sa liberté contre des garanties rassurantes. Dixon pensait que cette impulsion s'intensifierait après novembre. Nombreux seraient ceux qui chercheraient une autre figure dominante, un autre sauveur, une autre autorité centrale pour apaiser leur angoisse face à l'incertitude. Mais elle était claire, ce chemin mène en arrière. Le vide, insistait-elle, n'est pas vain. Sa force réside dans la résistance à la tentation de le combler prématurément. C'est de là que naît la création. C'est là que son message se tourne, subtilement, mais résolument, vers l'espoir. Elle était convaincue que l'humanité serait contrainte d'affronter une vérité difficile une fois que l'homme aux cheveux d'or aurait quitté la scène. Personne ne viendra nous sauver. L'avenir ne peut reposer sur les épaules d'un seul dirigeant, d'une seule idéologie, d'une seule institution. La maturité commence, écrivait-elle, lorsque l'on accepte cette prise de conscience. La prochaine étape de l'évolution humaine ne reposera ni sur le charisme, ni sur la domination. Elle émergera de communautés soudées, des réseaux d'individus responsables de leur état intérieur, de leurs relations et de leur environnement immédiat. Pas instantanément, pas de façon linéaire, mais progressivement. Le pouvoir cessera de circuler verticalement et commencera à circuler horizontalement. Dixon avait anticipé l'émergence discrète de structures communautaires, souvent de nature sociale, spirituelle, pratique ou apolitique. Entraide, partage de compétences, réseau de coopération, des communautés conscientes se formant non par idéalisme, mais par nécessité. Des individus privilégiant la collaboration à la compétition car elle est source de sens et de survie. C'est pourquoi elle a insisté sur le fait que, durant cette période d'incertitude, l'harmonie intérieure prime sur les actions extérieures. La panique amplifie l'instabilité, tandis qu'une présence ancrée la stabilise. Elle s'attendait à ce que beaucoup se sentent émotionnellement vulnérables après novembre, comme si leurs identités professionnelles, politiques, religieuses ou sociales avaient été anéanties. Dans cette vulnérabilité, les gens ne recherchent pas le spectacle, mais la stabilité. Ils sont attirés par ceux qui sont calmes, sereins et présents. Non pas par le titre, mais par la cohérence. Dixon était convaincu que les personnes ayant accompli un travail intérieur, capables d'observer sans réagir, de ressentir sans être submergées, de rester présentes sans s'accrocher, assumeraient naturellement ce rôle stabilisateur. Non pas en apportant des réponses, mais en créant un espace où les autres pourraient à nouveau respirer. Elle a décrit cela comme du véritable leadership, discret, anonyme, sans exigence. Elle prévint que le vide mettrait aussi l'intégrité à l'épreuve.
Des opportunistes tenteraient d'exploiter l'incertitude. La peur serait utilisée comme moyen de pression. On tenterait de contrôler la situation en semant la confusion. Certaines tentatives aboutiraient brièvement, mais Dixon était convaincu que ces stratégies ne tiendraient plus. La conscience collective ne les soutiendrait pas. Dans cette nouvelle ère, les anciens outils deviennent inefficaces. Le contrôle sans consentement disparaît. L'autorité sans authenticité s'érode. Les masques tombent. Les identités performatives se fracturent. L'exposition augmente, mais la libération aussi. Son avertissement le plus important découlait de cela. Elle était convaincue que l'avenir des décennies à venir dépendrait de la manière dont l'humanité traverserait ce vide. Il ne s'agissait pas d'une simple transition, mais d'une véritable divergence. Un chemin menait au retour à la hiérarchie, à la peur et à la domination sous de nouvelles formes. L'autre menait à une coopération consciente, à l'intelligence émotionnelle et à la responsabilité partagée. Ce ne sont ni les politiciens ni les institutions qui décideront de cela. Ce seront les individus. Quand les certitudes s'évanouissent, les gens révèlent leur véritable nature. Certains cherchent à tout contrôler. D'autres cherchent un modèle à suivre. D'autres encore se tournent vers l'intérieur, s'ancrent et choisissent la présence plutôt que la peur. Cette réaction, selon Dixon, importait plus que n'importe quelle doctrine, identité ou système de croyance hérité de l'humanité. À ce stade, Jeane Dixon a rassemblé tous les éléments. La prophétie, le cycle, l'effondrement, le vide qui s'ensuit et l'avenir qui se dessine discrètement en son sein. Et c'est là que son message est devenu indéniablement personnel. Elle écrivait que l'histoire n'avait jamais vraiment porté sur les présidents, les prophéties, ni même l'effondrement des systèmes. Il s'agissait de manifestations, non de causes. Ce qui importait, c'était le moment. Dixon croyait que les âmes n'arrivent pas dans l'histoire par hasard. Personne n'arrive trop tôt. Personne n'arrive trop tard. Ceux qui vivent les grandes transitions ne sont pas de simples spectateurs. Ils sont acteurs. Vous ne regardez pas l'histoire, écrivait-elle. Vous la vivez. Selon Dixon, les âmes présentes au terme d'un cycle karmique sont celles qui sont capables de l'affronter. Non pas parce qu'elles sont plus fortes ou plus sages que les autres, mais parce qu'elles le veulent. Le veulent poser des questions dérangeantes. Le veulent ressentir profondément. Le veulent se défaire des identités qui ne leur correspondent plus. Le veulent privilégier la conscience au confort. C'est pourquoi elle affirmait que la peur n'est pas la réaction naturelle face à de tels moments. La conscience, en revanche, l'est. Si vous avez suivi ce travail à travers ses différentes strates, ses schémas, son malaise, ses pauses et les silences entre les idées, alors quelque chose en vous reconnaît déjà cette vérité. Le doute n'est pas un échec ici. L'incertitude n'est pas une faiblesse. Dixon n'a jamais exigé la croyance. Elle valorisait la présence. Car la transformation, croyait-elle, ne s'opère pas par l'adhésion, mais par l'attention. Elle a averti que l'erreur la plus dangereuse que l'on puisse commettre lors d'une transition est de se croire impuissant, attendre des instructions, une permission, des éclaircissements avant de prendre la responsabilité de son état intérieur. La clarté, a-t-elle écrit, vient après l'engagement et non avant. Dixon pensait qu'après novembre 2026, le monde serait plus calme, d'une manière inédite, moins autoritaire, moins sûr de lui, mais aussi plus ouvert, plus malléable. Elle le comparait à de l'argile humide plutôt qu'à de la pierre durcie. Dans cet état, l'intention compte. L'indignation ne façonnera pas l'avenir. La peur ne le construira pas. La nostalgie d'un monde déjà en train de se dissoudre ne saurait servir de fondement. Ce qui façonne l'avenir, selon elle, ce sont les choix que l'on fait
quand réagir serait plus facile. Choisir la pleine conscience. Choisir la compassion quand juger devient automatique. Choisir le lien social quand se replier sur soi semble plus sûr. Ces décisions sont rarement spectaculaires, mais leurs effets s'accumulent. C'est pourquoi Dixon insistait tant sur le travail intérieur. Elle pensait que les systèmes reflétaient la conscience. Lorsque suffisamment d'individus se transforment intérieurement, les structures extérieures suivent, non par la force, mais par fatalité. Elle était convaincue qu'une fois l'homme aux cheveux d'or disparu, l'humanité perdrait la capacité de projeter son ombre sur une seule figure. Sans objet clair à vénérer ou à blâmer, les gens seraient contraints à l'introspection. Cette confrontation ne serait pas confortable, mais elle serait libératrice. La responsabilité commence là où s'arrête la projection. Et c'est là, discrètement, personnellement, que se pose le fondement du monde à venir. Non par des déclarations, mais par nos actes quotidiens, dans l'intimité, dans les conversations, sans témoin, dans nos réactions face à la peur, dans la façon dont nous traitons les autres lorsque nos certitudes s'évanouissent. Dixon n'imaginait pas de feu d'artifice annonçant l'avènement d'une nouvelle ère. Elle envisageait quelque chose de plus subtil, des millions de petites décisions prises par des personnes choisissant de vivre autrement, avec plus d'honnêteté, de réflexion et d'attention. Elle était convaincue que la fréquence déterminante du cycle suivant ne serait pas la lutte, mais la joie. Non pas une joie naïve, mais une joie authentique, ancrée dans l'harmonie plutôt que dans le besoin d'approbation, dans l'authenticité plutôt que dans la réussite. Elle a écrit que l'ère de la démonstration touche à sa fin. Vient ensuite l'ère de l'être. La question à laquelle, selon elle, chacun serait un jour confronté est simple, mais pas facile. Comment affronter l'incertitude? Chercher à tout contrôler ou cultiver la présence? Se mettre à la recherche d'un modèle ou apprendre à rester stable sans instruction? Le message final de Dixon était clair. Ce n'est pas la fin du monde, écrivait-elle. C'est la fin d'une façon de voir le monde. Ce qui émerge n'est pas la destruction, mais l'intégration. Non pas l'effondrement, mais le souvenir. Un retour à quelque chose que l'humanité a perdu lorsque le pouvoir, la domination et la certitude ont remplacé la conscience. Et ce souvenir vous inclut. Sinon, pensait-elle, vous ne seriez pas là. À l'approche des mois de mars, juillet et novembre, Dixon déconseillait de se focaliser sur la peur. Elle préconisait l'observation, l'ancrage, le soin de sa vie intérieure, le lien social autant que possible, la création là où l'on se trouve, et la confiance que, même lorsque tout semble chaotique, une intelligence supérieure est à l'œuvre. Sa dernière affirmation n'avait rien de mystique. Elle était pragmatique. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Des millions de personnes ressentent cette même douce attirance, les mêmes interrogations, le même sentiment qu'une chose se termine et qu'une autre cherche à émerger. Ce qui compte, ce n'est pas la prédiction. Ce qui compte, c'est la manière dont vous choisissez d'être présent dans l'instant que l'histoire vous invite à vivre.